Donc je continue avec maintenant le signal, quand la lumière est un signal. Alors, le signal, c'est un... Je ne vais pas faire un grand discours pour expliquer, on pourrait en discuter pas mal, les signaux. Le signal, c'est un petit apport d'information qui, dans le cas de la lumière, va devoir être absorbé, donc reçu par un photorécepteur, et la réception de ce signal va donner lieu ensuite à une séquence compliquée de réactions qui va nécessiter une forte consommation d'énergie. Donc par rapport à la conférence de la semaine dernière, je dirais qu'on est dans une situation totalement inverse. Au lieu de devoir ou de souhaiter capter l'énergie du Soleil, on va maintenant utiliser les photons pour des fonctions biologiques, mais en utilisant et en devant consommer une énorme quantité d'énergie. J'y reviendrai, mais en gros, chaque photon absorbé, donnant lieu à un signal, va entraîner la consommation d'environ 1000 fois son énergie, sous forme d'énergie chimique, l'ATP, comme j'en avais parlé la dernière fois. Alors, dans les conditions naturelles, évidemment, la source de ces signaux lumineux, c'est la lumière solaire. Alors, voilà les signaux que je vais aborder, ou les phénomènes comportant des signaux, la vision, les rythmes circadiens, donc les rythmes qui se déroulent avec une période d'environ 1 jour, le développement des plantes et le contrôle des mouvements par la lumière. Ce sont des fonctions, comme c'est écrit, essentielles aux individus pour leur adaptation à leur environnement et à ses changements. Alors, je commence par la vision, où je vous rappelle la séquence d'événements. Donc, la lumière est reçue par des organes, un organe spécialisé chez les animaux, qui comportent des cellules réceptrices, où se fait l'absorption de la lumière, donc création d'un signal, et ce signal est transmis jusqu'au cerveau. Donc je vous rappelle également la structure de l'organe récepteur, l'œil, ça c'est dans le cas de l'œil humain, c'est un schéma que j'avais présenté le premier jour. Donc la lumière est focalisée sur la rétine, et la rétine est proche d'un ensemble de cellules nerveuses qui vont conduire le signal jusqu'au cerveau. Alors maintenant, voilà une cellule réceptrice de la rétine. Alors, cette cellule est positionnée comme l'œil ici, c'est-à-dire que, vous voyez que sur le fond de la rétine ici, mais ma foi, pour vous, la lumière arrive sur la gauche, pour moi aussi, et ici, la cellule est positionnée normalement, et la lumière doit traverser le corps de la cellule avant d'atteindre un empilement de disques qui contiennent les pigments qui vont absorber la lumière. Il y a environ 1000 disques par cellule. Ça, c'est ce qu'on appelle les bâtonnets. C'est un type de cellule donc rétinienne, les bâtonnets, qui confèrent à l'œil sa haute sensibilité. Par contre, le bâtonnet n'est pas sensible aux couleurs. Ce sont les cônes qui donnent la vision des couleurs. Alors donc, je décris rapidement quelques éléments du bâtonnet. Donc, l'empilement de disques. Ici, des mitochondries. Alors, vous vous rappelez que les mitochondries sont les organismes cellulaires qui produisent l'énergie. Et vous allez voir que pour donner lieu au signal à l'influx nerveux, il faut consommer beaucoup d'énergie. Il y a ici l'appareil de Golgi et le réticulum qui vont permettre la synthèse de protéines. Et je vous rappelle aussi que j'ai dit la première fois que les disques ici étaient progressivement détruits sous l'effet de la lumière. Il fallait les remplacer. Donc le remplacement des disques se fait par l'action de ces organites. Et de l'autre côté, il y a la synapse qui assure la connexion avec les cellules nerveuses. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, je vous dis un mot de la membrane cellulaire, ici. Cette membrane cellulaire est très particulière. Cette cellule est une cellule nerveuse.
Donc, c'est la membrane cellulaire qui va transmettre le signal électrique, qui sera le signal induit par la lumière. Et cette membrane laisse en permanence passer des ions sodium de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle des pores, des canaux sodium, qui laissent passer en permanence les ions donc vers l'intérieur. Et je ne vous dirai pas ensuite que ce qui va donner lieu au signal nerveux, donc à l'influx nerveux, c'est que ces canaux sodium vont être bloqués soudainement suite à l'action de la lumière. Et c'est ça qui sera l'influx nerveux, une polarisation électrique suite au blocage des canaux sodium. Alors maintenant, j'en viens au récepteur de lumière, qui est la rhodopsine, qui est composée d'une protéine qu'on appelle l'opsine. Voilà, l'opsine, une protéine à laquelle est fixé un pigment qu'on appelle le rétinal. Le rétinal est quelque chose qui dérive de la vitamine A. Le vitamine A, qui est le rétinol, donc en alcool, donne le transrétinal, qui est un aldéhyde, qui ensuite passe sous la forme 6. Donc ici, c'est le 6-rétinal, et ici, je présente le transrétinal. Je vous avais déjà parlé la dernière fois que les molécules sous la forme trans sont des molécules qui sont sous la forme allongée, et 6, il y a un angle qui est induit à un certain moment, au niveau d'une double liaison, qui fait que la molécule se recourbe un peu sur elle-même. Alors donc, dans la rhodopsine, avant l'absorption du photon, le rétinal est sous la forme 6. Lorsqu'il absorbe un photon, il y a une réaction, ce qu'on appelle une isomérisation, c'est-à-dire que le rétinal va changer de forme extrêmement rapidement. Il va passer de la forme 6 à la forme trans. Ceci se passe en environ 10-12 secondes, donc un millième de milliardième de seconde. Et ceci, donc, ce changement de conformation du rétinal va se transmettre à la protéine qui va elle-même changer de conformation. Voilà, alors je vous présente un peu, à chaque fois il faut présenter les spectres d'absorption, comment un photorécepteur absorbe la lumière. Alors le rétinal, quand il est libre, c'est-à-dire non fixé à la protéine, il absorbe la lumière vers 400 nanomètres, dans le bleu, dans le violet si vous voulez ici. Lorsqu'il est fixé à l'opsine, donc formant la rhodopsine, eh bien ma foi, son spectre d'absorption sera différent suivant le type d'opsine. Et dans les cônes qui donnent la vision des couleurs, il y a 3 opsines différentes. Et lorsque le rétinal est fixé à ces opsines, ben ma foi, il va donner lieu à une absorption vers 450 nanomètres dans le bleu, une dans le vert, une dans le rouge. Donc maintenant, si vous regardez les cônes, chaque cône individuellement contiendra une opsine, une de ces 3 opsines. Donc il va donner lieu à l'absorption de lumière dans le rouge, dans le vert ou dans le bleu. Donc c'est ce qui va donner lieu à la sensibilité, la vision des couleurs permise par les cônes. Maintenant, le bâtonnet, dont j'ai présenté la structure il y a quelques instants, lui n'a pas la vision des couleurs, il a un seul type d'opsine qui absorbe ici environ dans le bleu. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque dans la rhodopsine absorbe un photon? Je vous avais prévenu, c'est une séquence de réactions compliquée. J'espère arriver à vous l'expliquer. La rhodopsine a une certaine conformation au départ et elle va changer de conformation. Je vous ai dit que lorsque un photon est absorbé par le rétinal, ça induit le changement de conformation de la rhodopsine. La réaction initiale, c'est 10-12 secondes, mais il y a ensuite plusieurs réactions, environ 4 états successifs, qui vont aboutir à en environ 1 milliseconde à une certaine forme de rhodopsine qui est dite ici RA, rhodopsine activée. On avait la rhodopsine I, c'est-à-dire inactive, et bien on a maintenant la rhodopsine active. Qu'est-ce que va faire cette rhodopsine active? Elle va réagir avec des protéines qui sont dans les empilements que j'ai montrés tout à l'heure. Et la protéine qui va réagir, c'est la transducine. Alors, vous voyez un nom qui indique bien une transduction de signal. Elle va pouvoir réagir avec la transducine en fixant
une molécule de GTP. Alors maintenant, j'en viens à dire ce que c'est que le GTP. Vous voyez qu'ici, il y a GTP, ici, il y a ATP, il y a GTP. Eh bien, je vais revenir au schéma précédent, mais avant, je vous rappelle que, je vous avais expliqué la dernière fois, que la monnaie d'échange énergétique au niveau cellulaire, c'est l'ATP. C'est-à-dire, c'est l'adénosine, composée d'adénine et de ribose, adénosine triphosphate. Eh bien, lorsqu'elle perd un phosphate, on a l'ADP, adénosine diphosphate, on perd de l'énergie. On peut céder de l'énergie pour faire quelque chose. Quand on perd un phosphate de plus, adénosine monophosphate, on peut encore céder de l'énergie. Cette adénosine monophosphate, en plus, peut avoir une configuration cyclique, c'est-à-dire qu'il se replie sur lui-même, auquel cas, c'est un cofacteur dans toutes les actions hormonales. Ça, c'est avec l'adénosine. Il y a une autre base qui s'appelle la guanine, qui, avec un sucre, va donner lieu à la guanosine. Eh bien, la guanosine pourra aussi avoir 3 phosphates, 2 phosphates, 1 phosphate et une forme cyclique, donc le GMP cyclique, guanosine monophosphate cyclique. Bon, c'est un peu compliqué, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Donc ces molécules sont celles qui participent à la cascade d'événements qui suivent l'absorption du photon dans la vision. Alors maintenant, je reviens ici. Donc la transducine réagit avec la rhodopsine activée à condition d'aussi pouvoir capter une molécule de GTP, et ceci va donner lieu à l'activation d'une protéine qui s'appelle la phosphodiestérase. Phosphodiestérase était inactive, elle va être active, et lorsqu'elle va être active, elle va transformer le GMP cyclique en GMP non cyclique. Alors cette transformation va faire que progressivement, dans la cellule, dans le bâtonnet, le GMP cyclique va devenir déficient, puisqu'on va voir sa transformation en GMP, et ceci va entraîner la fermeture des canaux sodium. Donc si vous voulez, vous avez vu maintenant une séquence de réactions où on part d'un changement de conformation d'une protéine, deuxième protéine, utilisation de GTP, activation d'une autre protéine qui va utiliser un effecteur, le GMP cyclique, pour donner lieu à la fermeture de canaux, et c'est ça qui donne une polarisation de la membrane cellulaire et l'influx nerveux. Voilà, c'est assez compliqué, mais il fallait quand même que je vous le dise, pour vous dire qu'il y a plusieurs étapes d'amplification. À partir d'un photon, il y a environ 500 molécules de transducine qui vont réagir successivement avec cette rhodopsine activée, et la transducine va aussi activer plusieurs molécules de phosphodiestérase qui va elle-même activer un grand nombre, plutôt transformer un grand nombre de molécules de GMP cyclique. Donc vous avez là le facteur de l'amplification en plusieurs étapes. Également, ensuite, il faut que le système retrouve sa forme initiale pour pouvoir absorber un nouveau photon. Et encore, il y a ici plusieurs étapes avec consommation d'énergie et intervention d'une première protéine ici, qui n'est pas figurée, d'une deuxième protéine qui s'appelle l'arestine, qui va arrêter les réactions. C'est un nom qui est bien justifié. Donc la rhodopsine va retrouver sa forme initiale, va récupérer son rétinal sous forme 6, et donc va être prête à absorber un second photon, enfin un autre photon. Alors maintenant, pour synthétiser tout ça, si vous voulez, dans la vision, la lumière est un signal avec différentes caractéristiques d'intensité, durée, couleur. Alors, elle va donner lieu à une cascade de réactions où l'apport énergétique initial du photon est faible par rapport à la consommation, un facteur 1000. L'énergie provient des mitochondries qui, lors de la respiration, produisent l'ATP et le GTP. Ce GTP servant lui-même à former le GMP cyclique dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Voilà finalement le phénomène de vision. Donc, une petite chose au départ, consommation de beaucoup de choses et un signal qui est transmis au cerveau. Voilà, j'en ai fini pour la vision.
Ça va vous me suivez? Bon, si vous me suivez, je passe à la suite. Quelque chose de coloré. Et maintenant, donc, après avoir vu la vision, le premier signal extrêmement important, hein, puisqu'il donne lieu, le premier type de signal plutôt, donc qu'on observe essentiellement chez les animaux. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose que l'on observe chez pratiquement tous les organismes, pas tout à fait tous, mais presque, et que j'introduis à partir des fleurs. Voilà l'horloge des fleurs que je vous invite à aller voir sur le site dont la référence est ici. Vous savez que beaucoup de fleurs ont un cycle journalier. Elles s'ouvrent, elles se ferment. Suivant les fleurs, c'est à des heures différentes. Chez certaines fleurs, ça ne se produit pas. Mais quand ça se produit, vous voyez, il y en a quelques-unes qui sont citées en exemple ici. La chicorée, le souci, la mauve, etc. Donc vous trouverez plus de détails dans ce site. Ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène circadien. Alors, circadien, l'origine du mot circadien, c'est circa diem. Circa environ, diem le jour. C'est-à-dire c'est un phénomène qui a une périodicité de environ un jour. Cette périodicité, je dis environ un jour, parce qu'en fait, disons que le phénomène est complexe, il comporte un rythme endogène qui est entretenu par un signal externe. Alors d'abord, quelques mots sur quelques phénomènes chez le circadien. Donc, historiquement, la première chose que l'on trouve dans la littérature, c'est dans les années 1700, M. Demérand, qui a constaté que les feuilles de mimosa s'ouvraient, se refermaient chaque jour, et il a eu la curiosité de les enfermer dans une armoire, donc où les feuilles de mimosa étaient à l'obscurité, en permanence. Il a constaté que les feuilles de mimosa continuaient à s'ouvrir et à se fermer, indépendamment de la lumière. Alors que bon, il pensait plutôt que c'était la lumière qui induisait cette réaction d'ouverture et de fermeture. Ça veut donc dire que la périodicité a lieu indépendamment de la lumière. Ça a été étudié également par Darwin à la fin des années 1800. Il y a un livre que je n'ai pas trouvé, mais enfin j'aimerais bien le trouver, The Power of Movement in Plants. Ce type de phénomène se trouve chez les animaux, hein, dont l'homme, effectivement, où l'on sait que l'homme a une périodicité quotidienne pour son activité, pour le sommeil, pour la température corporelle, pour beaucoup d'autres choses. Ça se trouve chez les champignons, dont le métabolisme suit aussi sa périodicité quotidienne. Ça se trouve chez certaines bactéries, en particulier les cyanobactéries, dont le métabolisme et la diffusion cellulaire ont lieu avec une périodicité quotidienne. Alors, comment ça fonctionne? Que fait la lumière? Voilà, donc je donne une référence ici. Pour tout ce que je vais dire aujourd'hui, je vais le traiter extrêmement succinctement, et donc vous pouvez consulter les références que je vous ai données pour plus de détails. Voilà le principe d'un système circadien. À la base du système, il y a qu'on appelle une horloge, ou oscillateur central, qui est une horloge, mais une horloge moléculaire, qui fonctionne au niveau d'une cellule. On pourrait penser que le phénomène circadien implique un grand nombre de cellules, des choses compliquées. C'est compliqué, mais tout a lieu au niveau d'une cellule. D'ailleurs, je vous ai dit que les cyanobactéries, qui sont des bactéries donc unicellulaires, présentent le phénomène circadien. Donc, l'horloge est une horloge moléculaire qui agit, qui fonctionne au niveau d'une cellule. Il n'y a pas qu'une seule cellule, mais dans l'homme, par exemple, il y a environ peut-être 1 millier de cellules, mais chaque cellule fonctionne comme horloge. Elle fonctionne et elle doit donner lieu à quelque chose. Donc il y a un circuit de sortie qui donne lieu à une sortie, donc généralement d'hormones, qui vont avoir des actions. Donc ça, c'est en aval, si vous voulez. Maintenant, l'horloge a une périodicité de 24 heures, mais environ 24 heures seulement, si vous voulez. Je veux dire, ce n'est pas exactement 24 heures. Quand on isole un organisme et qu'on regarde un petit peu
quel est le fonctionnement de son système circadien indépendamment de la lumière, on va trouver dans certains cas 22 heures, dans d'autres cas 26 heures. Chez l'homme, c'est en moyenne 25 heures. Pour arriver à ce que, dans la réalité, on fonctionne au rythme quotidien de 24 heures, il faut donc qu'il y ait un système d'entraînement, et ce système d'entraînement est procuré le plus souvent par la lumière, mais il y a d'autres phénomènes, d'autres systèmes d'entraînement, en particulier la température. Comment arriver à une horloge, un oscillateur moléculaire endogène qui puisse être entraîné par la lumière? Je vais essayer de vous l'expliquer. C'est assez compliqué, mais je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Donc ce sera relativement faux, mais après tout, je crois que ce sera compréhensible. Pour comprendre ça, il faut d'abord savoir que la plupart des actions qui vont agir sur le métabolisme ou le comportement passent par des protéines. Et que ce qui va contrôler la production des protéines, c'est l'ADN. Ce sont les gènes contenus dans l'ADN. Donc chaque gène, un gène va produire une protéine. Et les gènes ont leur expression contrôlée par ce qu'on appelle les facteurs de transcription. C'est-à-dire qu'un gène sera exprimé, s'il n'y a pas de facteur de transcription, à un certain rythme, rapide, pas rapide, ça dépend. Il y aura des facteurs de transcription qui vont accélérer. C'est un facteur de transcription positif. Et il y a des facteurs de transcription négatifs qui vont bloquer l'expression du gène. Alors voyons ce qui va se passer ici. Les gènes qui nous intéressent, le gène d'une protéine, peu importe, va être produit par l'ADN. Et je suppose que je donne un flash de lumière qui va... Donc je suppose que la lumière inhibe les éléments négatifs. Donc on a un système dans lequel les éléments négatifs n'existent plus. Il n'y a que des facteurs de transcription positifs. Donc ces facteurs de transcription positifs vont faire que les gènes vont bien s'exprimer. Donc on va avoir les protéines et l'action que l'on souhaite, la division cellulaire par exemple, va se produire à un bon rythme. Maintenant, ces facteurs positifs, ils ont la particularité, dans ce cas particulier, de produire, d'activer d'autres gènes, qu'on appelle les gènes de l'horloge, qui eux-mêmes sont des facteurs négatifs. Donc, ils produisent des facteurs négatifs qui maintenant, facteurs négatifs, vont inhiber la production des facteurs de transcription positifs. Donc, au départ, ces facteurs négatifs étaient absents, puisque j'ai dit qu'ils ont été inhibés par la lumière. Suite au travail des facteurs de transcription positifs qui vont activer leurs gènes, ces facteurs vont être produits. Étant produits, ils vont inactiver les facteurs de transcription positifs. Donc, au bout d'un certain temps, on n'aura plus de facteurs de transcription positifs. Donc, ces gènes ne vont plus fonctionner. Donc, le système va s'arrêter. Le système va s'arrêter, sauf que, si vous voulez, les éléments négatifs vont disparaître à nouveau. Je suppose qu'ils disparaissent. En fait, ils disparaissent spontanément et leur disparition peut être synchronisée par la lumière. Et de ce fait, le système va pouvoir redémarrer. Ceci va refonctionner à nouveau. Et puis, ça va fonctionner, reproduire des éléments négatifs qui vont inhiber le système. Voilà le principe d'une horloge circadienne simplifiée, énormément simplifiée. J'espère avoir bien compris, je crois avoir bien compris, mais peut-être pas dans le détail. Alors maintenant, voyons un peu où ça se passe. Quels sont les photorécepteurs? Ici, on s'intéresse plutôt à la lumière. Alors, chez les animaux, il y a deux types de photorécepteurs, le cryptochrome et la mélanopsine. Alors, le cryptochrome est l'analogue de la photolyase. Ceux qui étaient ici lors de ma première conférence se rappellent que la photolyase est une protéine qui répare l'ADN endommagé par les UV. Eh bien, le cryptochrome est une molécule, une protéine tout à fait analogue à la photolyase. Et l'autre récepteur, c'est la mélanopsine. Eh bien, la mélanopsine, elle, est analogue à la rhodopsine. Et on la trouve également dans l'œil. Chez les cyanobactéries, c'est ce qu'on appelle le bactériophytochrome, dont je ne parlerai pas. Chez les plantes,
c'est un cryptochrome, donc la même chose que chez les animaux, c'est la cryptochrome, et c'est peut-être aussi le phytochrome, dont je parlerai plus loin à propos de la croissance des plantes. Donc tout ça est un petit peu compliqué. C'est d'autant plus compliqué que ces molécules sont présentes en toute petite quantité et leur localisation est extrêmement difficile. On ne peut le faire que depuis peu de temps par obtention de mutants, identification de gènes et obtention des produits des gènes. Donc c'est ça qui permet d'identifier les molécules qui donnent lieu au rythme circadien. Alors, il faut généralement utiliser des systèmes modèles chez lesquels la génétique peut être effectuée. La mouche, par exemple, la drosophile, vous savez, qui est une mouche qui permet de faire des études génétiques extrêmement détaillées. La souris, comme analogue, comme mammifère, analogue de l'homme. Certains champignons, etc. Voilà. Alors, 2 mots sur les fonctionnements des cryptochromes, enfin, du cryptochrome et de la ménalopsine. Ben, le cryptochrome, je reprends un transparent que j'ai utilisé pour la photolyase. Donc c'est une protéine qui comporte une antenne qui absorbe la lumière, qui va transférer son énergie à un centre actif qui est une flavine où va avoir lieu un transfert d'électrons. On n'en sait pas plus. Le fonctionnement de ce cryptochrome est actuellement l'objet de recherches extrêmement actives dans beaucoup de laboratoires, mais on n'en sait pas beaucoup plus. La mélanopsine est mieux connue parce qu'elle comporte une opsine, analogue à l'opsine de la rhodopsine, donc qui intervient pour la vision. Elle a comme cofacteur le rétinal, donc ça forme la mélanopsine. Et mélanopsine plus lumière, disons qu'on a pu montrer que ce système avait certaines analogies avec la rhodopsine. Donc on en conclut que pratiquement la mélanopsine fonctionne comme la rhodopsine dans la vision. Maintenant, j'en viens à synthétiser les récepteurs de l'œil humain, bâtonnet et cône, qui donnent la vision, le pigment et la rhodopsine, la vision des formes, de l'intensité par les bâtonnets, la couleur par les cônes. Et maintenant, dans l'œil, il y a également, proche de la rétine, c'est-à-dire la couche de cellules que doit traverser la lumière juste avant d'atteindre la rétine, est constituée de ce qu'on appelle les cellules ganglionnaires, qui comportent les pigments, mélanopsine et peut-être cryptochrome, qui donnent lieu au photoentraînement circadien chez l'homme. Donc les fonctions de ces pigments, ici, je l'ai marqué, photoentraînement du rythme circadien, et il est très probable que ce sont les mêmes pigments qui donnent lieu au réflexe pupillaire, que vous connaissez. Voilà, alors maintenant, dans l'homme, si vous voulez, voilà ce qui se passe. Là, les lumières tombent sur l'œil. Là, dans le cas du rythme circadien, du photoentraînement, le signal arrive jusqu'à ce qu'on appelle le noyau suprachiasmatique, qui est situé dans l'hypothalamus et qui contient le millier de cellules horloge. C'est là qu'est l'horloge endogène humaine et horloge qui est entretenue par la lumière et le signal qui provient de l'œil. Le noyau active la glande pinéale qui elle-même va émettre des signaux sous forme d'hormones, mélatonine et sérotonine. Je n'ai pas le temps de détailler ça. Glande pinéale, vous savez que c'est ce qu'on appelle aussi l'épiphyse, mais c'est aussi ce qu'on appelle aussi le troisième œil, qui a existé, semble-t-il, autrefois. En tout cas, il semble que chez certains organismes, il y aurait des récepteurs de lumière de type mélanopsine dans la glande pinéale, en particulier chez les oiseaux et chez les insectes. Les rythmes circadiens des plantes, je n'en dirai presque rien, sauf donc pour dire que le même type de rythme que je viens de détailler un peu chez les animaux, il y a la même chose chez les plantes. C'est ceux qui ont été étudiés, observés en premier, mais leur compréhension est très peu avancée. On utilise pour ça l'arabidopsis, c'est-à-dire l'arabette, une petite plante que l'on trouve même dans Paris un peu partout, dont les graines sautent lorsqu'on touche, là, et qui est un modèle parce qu'on en maîtrise très bien la génétique. Alors je dis un mot quand même qu'il ne faut pas confondre le cycle nuit-jour avec un phénomène circadien.
Lors de ma dernière conférence, quelqu'un avait, lorsque j'avais parlé de la photosynthèse se déroule dans la journée lorsqu'il y a du soleil, elle s'arrête la nuit lorsqu'il n'y a plus de soleil. Donc il y a des phénomènes du genre accumulation d'amidon, hydrolyse de l'amidon, transport du sucre, etc. Lorsqu'il y a, absorption un cycle lumière-obscurité et la photosynthèse, ça donne lieu à une périodicité quotidienne. Mais ça, ce n'est pas forcément un rythme circadien. Le rythme circadien est quelque chose qui subsiste même si on coupe la lumière. Si la périodicité lumineuse est arrêtée, c'est-à-dire lumière continue ou obscurité, pour qu'on puisse parler de rythme circadien, il faut que ça persiste. Maintenant, je vais passer le reste du temps à parler des plantes essentiellement. Et j'introduis ici tout de suite, pour faire la transition avec les autres phénomènes, quels sont les récepteurs de signaux lumineux chez les plantes. Donc ici, il n'y a pas la chlorophylle, si vous voulez. Ici, on parle de signaux. Donc, utilisation d'énergie et non pas stockage de l'énergie. Eh bien, il y en a de 3 sortes. Les cryptochromes, dont je viens de dire quelques mots, qui permettent la synchronisation des phénomènes circadiens. Le phytochrome, qui va permettre le développement de la plante, c'est-à-dire le fait de passer d'une graine à une plante complètement développée, et les phototropines, qui vont donner lieu au mouvement d'orientation. Je ne sais pas si j'aurai le temps de m'étendre sur la complexité, parce que chez les plantes, un certain récepteur peuvent avoir plusieurs actions, et certaines actions peuvent, utiliser plusieurs photorécepteurs. Bon, enfin, je vais essayer de simplifier quand même. Alors, je vais parler d'abord de ce qu'on appelle la photomorphogénèse. Alors, si vous avez fait un peu de latin ou de grec, je ne sais plus, là, je crois que c'est du grec plutôt, j'en suis même pas sûr. Photomorphogénèse, genèse, c'est-à-dire la formation, morpho et forme, formation de la forme de la plante, photo induite par la lumière. Donc, c'est la façon dont la lumière contrôle le développement de la plante. Par rapport à ce qu'on a vu avant, on avait des choses qui étaient relativement cycliques, je dirais. Dans les systèmes circadiens, c'est évident, c'est cyclique. Dans la rhodopsine, vous absorbez la lumière, le système revient à son état initial. Ici, c'est différent, on a un développement de la plante. La plante, on part donc d'une graine, et la graine va germer. Il va formation d'avoir une petite plantule, où il y a ici des feuilles, des ébauches de feuilles, les cotylédons, puis les feuilles, et ici, ce qui est sous les cotylédons, et ce qu'on appelle l'hypocotyle, dont je vais parler dans un instant. Ensuite, la plante se développe, souvent elle garde une forme en rosette, et ensuite, on va voir ce qu'on appelle la montée à fleurs, c'est-à-dire la plante va rapidement se développer, monter, et donner lieu à production d'inflorescences, etc. Voilà. Alors, un premier effet de la lumière se passe au niveau des premières étapes qu'on a ici. Voilà ce qu'on a. Si une plante, ici il s'agit d'une graine d'Arabidopsis, la plante modèle, si vous voulez, pour toutes les études moléculaires chez les plantes, Arabidopsis, quand elle a poussé à gauche, donc à l'obscurité. Vous voyez que l'hypocotyle est extrêmement développé. C'est d'expérience commune, ça, vous avez déjà sans doute remarqué ça. Et au-dessus, ma foi, les cotylédons sont là, il n'y a pas de développement de feuilles correctes. Inversement, si la plante a poussé à la lumière, ma foi, l'hypocotyle est très faible et il y a développement de feuilles vertes normales. La même plante maintenant qui pousse en lumière bleue. Vous voyez ici, la plante a poussé en lumière bleue. Eh bien, vous retrouvez le même phénomène, c'est-à-dire que l'hypocotyle est peu développé. Par contre, chez le mutant, qui est insensible à la lumière bleue, eh bien, ma foi, l'hypocotyle s'est développé, et en fait, ce mutant est dépourvu de cryptochrome. Ça veut dire que lorsqu'il y a du cryptochrome et qu'on envoie de la lumière bleue, on inhibe le développement de l'hypocotyle, et inversement, s'il n'y a pas de cryptochrome, l'hypocotyle va se développer. C'est ce genre d'expérience qui montre
que le cryptochrome est impliqué dans le contrôle de l'allongement de l'hypocotyle. Ça semble un peu, comment dire, dérisoire de parler de ça, mais c'est très important pour le développement de la plante, parce que si elle développe son hypocotyle de cette façon, finalement, ça va aboutir à une catastrophe, cette plante ne pourra pas se développer. Alors, l'expérience fondatrice en la matière a été effectuée dans les années 50 aux États-Unis, dans le laboratoire de l'USDA à Belleville. Et ces gens ont étudié la germination de la laitue. La laitue, elle veut dire laitue ici. Hein. J'aurais pu avoir quelque chose de peu plus clair, mais enfin bon, elle, c'est laitue. Graines de laitue même. Si vous essayez de faire germer des graines de laitue que vous n'avez pas éclairées, vous les mettez avec de l'humidité à une température adéquate, eh bien vous voyez que les graines ne germent pas, ou pratiquement pas. Ces graines, si au lieu de les mettre comme ça à l'obscurité, vous leur donnez un éclairement de lumière rouge, eh bien vous voyez qu'elles germent bien. Si l'éclairement en lumière rouge de quelques minutes, enfin une dizaine de minutes, est suivi d'un éclairement en rouge lointain, rouge sombre, proche infrarouge, eh bien ma foi, vous voyez que les graines ne germent plus. Si vous recommencez ça avec un nouvel éclairement en rouge, elles germent. Et vous pouvez continuer comme ça une dizaine de fois, une vingtaine de fois. Vous observez que si le dernier éclairement est rouge, elle germe. Si le dernier éclairement est rouge lointain, elle ne germe pas. D'où l'idée qu'il y a deux récepteurs, dont deux photorécepteurs, dont l'un donne lieu à une forme active, c'est après éclairement rouge, et ici c'est actif, c'est-à-dire que ça va donner lieu à germination. Bon, ceci a donné lieu à des études détaillées, que je ne vais pas vous rapporter, mais je vous rapporte la conclusion, si vous voulez. La conclusion, c'est que ce phénomène de germination, excusez-moi, on dit germination, j'ai trompé plusieurs fois, la germination est contrôlée par un photorécepteur qui s'appelle le phytochrome, et ce phytochrome existe sous deux formes, dont le spectre d'absorption sont figurés ici. La forme dite PR qui absorbe dans le rouge et la forme dite PFR qui absorbe dans le rouge lointain. FR, c'est pour far red, c'est encore un anglicisme là. Hein. Ceci n'a pas été traduit de l'anglais, excusez-moi. Donc, lorsqu'on a la forme PR et qu'on éclaire en lumière rouge, ça convertit en PFR. Lorsqu'on a PFR, qu'on éclaire en lumière infrarouge, ça le convertit en PR. C'est un effet qu'on appelle un effet photochrome, où un pigment va changer de forme et de spectre sous l'action de lumière de longueur d'onde différentes. Le phytochrome, c'est une protéine qui contient comme cofacteur ce qu'on appelle la phytochromobiline. C'est à l'analogue aux bilirubines, ou aux phycobiliprotéines dont j'ai parlé lors des deux premières conférences. La bilirubine avec la jaunisse du nouveau-né, je ne sais pas si vous vous rappelez, les phycobiliprotéines comme récepteurs de lumière dans les algues rouges. Et c'est le même type de protéine. Vous avez quatre noyaux pyrrole qui sont arrangés à peu près d'une façon linéaire. Voilà. Eh bien, sous l'effet de la lumière, la forme de ce noyau va changer. Je vais le montrer maintenant. Vous avez ici la forme PR, c'est-à-dire après absorption de lumière infrarouge. Voilà la forme de ce cofacteur. Eh bien, ma foi, sous l'effet de lumière rouge, le changement est subtil, mais vous voyez que la conformation de cette partie de la molécule a changé. Il y a eu une inversion, une isomérisation. Et c'est ceci qui engendre l'effet de la lumière, parce que ce changement de forme au niveau du cofacteur va engendrer un changement de forme au niveau de la protéine. Et comme dans la vision, on va avoir une cascade d'événements engendrés par cette absorption de photons. Les choses sont relativement complexes dans la vie d'une plante, parce que le phytochrome signale plusieurs effets. Dans la vie de la plante, le phytochrome va contrôler un grand nombre d'événements, la germination dont je viens de parler,
Ensuite, la mise en place de l'appareil photosynthétique, le développement des chloroplastes, etc. Ensuite, le développement de la plante adulte, la floraison, la dormance des bourgeons, les bourgeons qui vont être dormants, c'est-à-dire qu'à un certain moment s'arrêter de se développer lorsque l'hiver va approcher, la sénescence et la chute des feuilles. Tous ces phénomènes qui sont essentiels dans la vie d'une plante sont contrôlés par le phytochrome. Alors, chaque effet va être relativement compliqué, mais disons, le phytochrome sera l'élément essentiel, la lumière reçue par le phytochrome sera l'élément essentiel, et chaque fois, c'est la forme PFR, après absorption de lumière rouge, qui est la forme active. Alors, pourquoi faut-il... Bon, je vais vous expliquer qu'une des étapes essentielles pour la photomorphogénèse, c'est-à-dire pour que la plante prenne sa forme, c'est l'expression de gènes, c'est-à-dire la production de protéines. Un exemple de la nécessité de protéines, pour mettre en place l'appareil photosynthétique, il faudra 2 protéines majeures, qui seront la rubisco et la protéine du complexe de chlorophylle, la chlorophylle B, qui est la protéine antenne, dont j'ai parlé la dernière fois, la rubisco qui va prendre le CO2 pour réaliser la synthèse de sucre, protéine antenne pour absorber la lumière. Eh bien, ma foi, entre une plante qui est en début de formation, si vous la mettez à la lumière, rapidement, la concentration de ces protéines va augmenter d'un facteur 20. Donc, il faut que les gènes qui expriment ces protéines soient activés d'une façon importante. Eh bien, le phytochrome va permettre l'activation de ces gènes suivant un ensemble de réactions compliquées. N'essayez pas de vous rappeler de tout ça, mais c'est analogue à ce qui se passe dans la vision. Le phytochrome a 2 formes, une forme inactive, une forme active, de formes différentes. PR, c'est inactif. Quand on éclaire en lumière rouge, on a PFR actif. Dans une cellule, il ne s'agit plus de n'importe quelle cellule, je dirais, de la plante. Il y a le cytoplasme et le noyau. Eh bien, le phytochrome peut se trouver dans le cytoplasme ou dans le noyau. Et il peut avoir des actions dans le cytoplasme, actions de type hormonal. Et dans le noyau, ici, il s'agira du contrôle de l'expression de gènes. Vous voyez qu'on a les mêmes formes inactives, actives du phytochrome. Lorsque le phytochrome est sous forme active, il va pouvoir interagir avec un facteur de transcription qui va lui-même, lorsqu'on aura formation de ce complexe, arriver au niveau de l'ADN et contrôler l'expression de certains gènes activés par le phytochrome. C'est un des modes d'action. L'autre mode étant ce qu'on appelle les cascades de kinase. Je n'ai pas vraiment la possibilité de parler de ces phénomènes, si vous voulez. Donc, quelque chose qui est tout à fait semblable à ce qu'on a vu pour la vision, où un événement de changement de conformation initiale va donner lieu à un changement de conformation de protéines, puis une cascade d'événements avec amplification. Un exemple d'événements contrôlés de mise à fleur contrôlés par le phytochrome, eh bien, certaines plantes vont fleurir en jour long, d'autres en jour court, d'autres d'ailleurs vont fleurir quelle que soit la longueur du jour. Et ceci est assez important en horticulture. L'exemple caricatural est le chrysanthème. Vous savez que le chrysanthème doit être fleuri une semaine avant la Toussaint. Si la floraison a lieu un jour après la Toussaint, ma foi, les horticulteurs ont perdu leur marchandise. Donc il faut arriver à un contrôle extrêmement précis de la floraison du chrysanthème. C'est une plante de jour court, donc pendant un certain temps, on le laisse en jour court, on le met en jour court, on le met en jour long, excusez-moi, c'est-à-dire que lorsqu'on le met en lumière normale, et on interrompt la nuit par un éclairement de courte durée, ce qui fait que le chrysanthème va penser que la nuit est courte, c'est-à-dire que le jour est long, et à partir d'un certain moment, on le met nettement en jour court, en bloquant toute lumière à partir de, je ne sais pas moi, de 18 heures, enfin peu importe, de façon à ce que la floraison soit bien synchronisée.
Alors, si on regarde les choses de façon complète, si vous voulez, on a quelque chose qui est extrêmement compliqué, que je ne peux pas vous détailler. Si vous voulez, la montée à fleurs des plantes, c'est-à-dire le passage de l'état végétatif à la floraison, que vous connaissez, si vous voulez. Hein. Souvent, la plante à l'état végétatif, c'est une plante petite, sous forme de rosette, et puis elle va monter. Eh bien, ceci est contrôlé par un grand nombre de phénomènes biochimiques qui se déroulent dans les cellules. L'horloge circadienne y contribue, peut-être comme élément de référence pour le système photopériodique, qui lui est contrôlé par le phytochrome. La température influe également, l'alternance jour-nuit, mais également l'effet de passage de longue durée à basse température, c'est ce qu'on appelle la vernalisation. Vous savez que le blé, par exemple, ou d'autres plantes bisannuelles ne vont pas se développer normalement si, au cours de l'hiver, ils n'ont pas eu leur dose de froid. La vernalisation, c'est ça. Donc ça contribue à la montée à fleurs. Il y a également d'autres systèmes. La gibérelline, le régulateur de croissance gibérelline, intervient. Un système autonome. Bon, en fait, tout ceci est très compliqué et ne peut être étudié que par l'étude génétique de la petite crucifère qu'on appelle l'arabette, qui ne paye pas de mine, mais sur lesquels on peut distinguer un très grand nombre de mutants et donc voir un peu comment ces différents éléments contribuent à la montée à fleurs. Voilà. Je passe au dernier thème. Donc on a vu la vision, on a vu les phénomènes circadiens, la périodicité quotidienne, on a vu le développement des plantes, et maintenant quelques mots sur les mouvements contrôlés par la lumière. Ces mouvements qui font les beaux jours des photobiologistes parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Alors moi, franchement, je m'y perds. Les phénomènes tels qu'ils sont décrits en bas, vous voyez, il y a la photokinèse. Donc c'est lorsque la lumière influe sur la vitesse des organismes qui se déplacent, en particulier des organismes unicellulaires qui ont un flagelle, vont se déplacer plus ou moins vite suivant la quantité de lumière qu'ils vont recevoir. Il y a les réponses photophobes. Donc certains organismes n'aiment pas la lumière, ils vont s'éloigner de la lumière, ou au contraire, ils vont s'en rapprocher. La phototaxie, le déplacement sous l'effet de la lumière. Phototroprise, c'est une inclinaison sous l'effet de la lumière. Bon, enfin, c'est très varié. On trouve ça chez de nombreux micro-organismes qui sont pourvus de flagelles qui leur permettent de se déplacer rapidement suite à l'exposition à la lumière. Chez les plantes, les phénomènes d'orientation, que je vais montrer dans quelques secondes, en particulier la fermeture ou l'ouverture des stomates, et chez les champignons. Alors, bon, le premier exemple que je donne, qui est bien connu, mais qui est un des moins bien analysés, c'est la fleur de tournesol, qui, comme vous savez, s'oriente généralement vers le soleil. Ça veut dire qu'elle a un système qui lui permet de s'orienter en permanence pour suivre le soleil. Les stomates, c'est moins évident, mais c'est mieux connu et c'est important. Voilà une coupe de feuilles vue au microscope à balayage. Vous avez ici toutes les cellules photosynthétiques des feuilles et vous avez ici l'épiderme qui contient ces espèces de boutonnières avec deux cellules et au milieu une ouverture. C'est ce qu'on appelle un stomate. Les stomates ont une fonction essentielle de laisser passer le gaz carbonique qui doit être absorbé par les plantes pour faire la photosynthèse et de laisser partir l'eau. Parce que les plantes ont besoin de transpirer, de perdre de l'eau pour ne pas être chauffées, pour ne pas être brûlées par le soleil. Accessoirement, ça laisse aussi partir l'oxygène qui se dégage lors de la photosynthèse. Mais la nuit, les plantes n'ont plus besoin d'absorber de CO2 et il vaut mieux éviter qu'elles perdent de l'eau. Donc il faut que les stomates se ferment. Donc les stomates vont s'ouvrir le jour, en général, elles vont s'ouvrir lorsque la photosynthèse doit fonctionner, et elles vont se fermer la nuit. Eh bien ça, c'est un mouvement qui est contrôlé par les cellules qui sont là. Alors je ne sais plus ce que j'ai à la suite. Un mot du photorécepteur qui donne lieu à ce mouvement, c'est ce qu'on appelle la phototropine. C'est une protéine qui a comme cofacteur des flavines. Donc je vous rappelle que dans la
la photolyase, dans les cryptochromes, il y avait des flavines. Là, on a également le même type de molécules. Il y en a deux. Et ça fait partie d'une grande classe de protéines qui sont sensibles à la lumière, à l'oxygène et au voltage. Enfin, love, c'est anglais, hein, light, oxygen, voltage, mais enfin bon, ça se comprend en français en disant voltage. Il faudrait mieux dire potentiel. La lumière va entraîner la phosphorylation de la protéine qui va entraîner des actions. Donc on est dans un schéma tout à fait semblable à ce qui se passe dans la vision. Hein. Ici, les actions seront tout à fait semblables à ce qu'il y a dans la vision. Sous l'effet de la phosphorylation de la protéine, il va y avoir blocage ou activation de transport d'ions à travers les membranes cellulaires. Dans le cas particulier, c'est du potassium qui va pénétrer dans les cellules. Plus de potassium, c'est l'équivalent d'une augmentation de pression osmotique. Donc ces cellules vont appeler de l'eau. Ça va augmenter le volume cellulaire, c'est ce qu'on appelle la turgescence. Et ces cellules vont donner lieu à l'ouverture du stomate. Bon, c'est pas évident quand on regarde la forme, mais enfin, c'est comme ça que ça se passe. Ces deux cellules ici vont avoir leur volume qui va augmenter, donc elles vont pomper de l'eau, et ça va augmenter, on pourrait penser le contraire, mais il se trouve que la compression fait que la boutonnière va s'ouvrir lorsque la cellule va pomper de l'eau. Donc, pompage d'eau sous l'effet d'une augmentation de potassium qui aura pu pénétrer dans ces cellules suite à un phénomène, à une modification de potentiel électrique causée par la lumière agissant sur la protéine. Donc vous voyez une cascade d'événements qui aboutit à un phénomène qui est ce qu'on souhaite, dans le cas particulier, l'ouverture des stomates. Voilà, j'en viens, si vous voulez, à, je dirais, un résumé de l'ensemble de ces phénomènes. Donc, lorsqu'on parle de la lumière comme signal, on a absorption d'un photon par un photorécepteur qui produit un état excité instable, qui engendre la plupart du temps un changement de conformation, parfois un transfert d'électrons, qui peut être sans doute le préalable à un changement de conformation. Ceci donne lieu à la motivation d'une activité enzymatique. Enzymatique va entraîner que quelque chose va tourner, donc il y a là une amplification. Et en fait, il y a plusieurs réactions successives. Donc l'effet biologique va comporter d'autres étapes d'amplification. Et puis finalement, un influx nerveux, dans plusieurs cas, la vision, et dans le cas de l'horloge circadienne, parce qu'entre l'œil et le noyau suprachiasmatique, il y a un influx nerveux, signal hormonal, dans beaucoup de cas, dans les plantes, et dans le cas aussi de la mélanopsine, synthèse de protéines, lorsqu'il faut faire le développement d'un système. Le récepteur lui-même revient généralement rapidement à son niveau initial pour absorber de la lumière à nouveau. Ceci ne se fait qu'avec une consommation énergétique importante. Je vous ai dit un facteur 1000. On peut se rappeler ça. C'est pas bien connu dans la plupart des cas. Pour arriver à le connaître, il faudrait maîtriser, avoir une connaissance complète, je dirais, de la chaîne réactionnelle. Mais le facteur 1000, je dirais, est un bon ordre de grandeur. Voilà, j'en arrive à la fin de cette série d'exposés, de ce tour d'horizon, je dirais, des effets de la lumière solaire sur la vie. Je vous rappelle, puisque c'était quand même le centre de ma préoccupation, du fait de mes intérêts et de mes compétences plus fortes, si vous voulez quand même, au niveau des photorécepteurs. Donc les photorécepteurs appartiennent à deux grandes catégories. Des antennes, dont la seule fonction sera d'absorber la lumière et de transférer leur énergie à d'autres photorécepteurs. Les photorécepteurs antennes sont les caroténoïdes, chlorophylle, caroténoïdes, folate et flavine, et phycobiline. Et ensuite, l'énergie arrive au photorécepteur actif, qui lui-même va donner lieu au phénomène biochimique plus intéressant, je dirais, transfert d'électrons lorsqu'il y a des chlorophylles dans la photosynthèse, transfert d'électrons lorsqu'il y a des flavines, clairement dans la photolyase, peut-être
dans cryptochrome et phototropine. Changement de conformation lorsqu'il y a du rétinal pour la vision et pour les allobactéries. Alors ça c'est ce que j'avais dit dans la deuxième conférence. Un stockage d'énergie lumineuse par des bactéries primitives. Et lorsqu'il y a des chromobilines, en particulier le phytochrome, changement de conformation qui engendre un changement de conformation de la protéine. Voilà, donc je crois que j'arrive au terme de cette série. Je vous rappelle la diapo de départ qui introduisait les effets négatifs de la lumière solaire entre la vision du poète et la vision réelle, une partie de la vision réelle, sur les dangers quand même du soleil. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.